Parfois, on n'y croit plus. De déception en déception, on baisse les bras. L'amour, ça ne se comprend pas vraiment, ça ne se maîtrise pas. C'est insaisissable finalement. Comme cette envie de commander McDo à 5 h du mat en retour de boîte. Ça va, Val? Mais qu'est-ce que ça fait du bien? L'amour, hein, pas ton affreux Sibio froid. Après un mercato rouge et noir qui laissait plus de doute qu'autre chose, après un début de saison plutôt morne et terne, même si notre pep national ne cessait de claironner qu'on était invaincu, on ne gagnait plus. Oui, je dis on. Oui, je parle du Stade Rennais, et oui, je vous emmerde pas mal. Au milieu de tout ça, il était comme une lumière. Je parle bien sûr de Nemanja, jeune Serbe venu d'ailleurs. Je suis pas sûr d'avoir déjà eu un joueur de cette classe dans mon club de cœur. Je suis pas sûr de m'en être déjà rendu compte pleinement sur le moment pour en profiter. Et c'est une sensation que je souhaite à tout supporter. Un bout du foot à l'ancienne dans ce sport devenu hyper athlétisé, comme si Basquiat buvait un coup avec JR. Le type est impeccable techniquement, a une vista hors norme, court partout, conseille les jeunes, gueule, parle à l'arbitre, replace. C'est simple, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un joueur à qui je n'ai strictement rien à reprocher. L'amour fou, peut-être car ce n'est que le début, peut-être aussi parce que c'est vrai. On verrait aujourd'hui Matic évoluer au milieu du PSG, peu d'observateurs seraient choqués. Et là, le gars il est à Rennes. Certaines années, on se faisait des mercatos à base de Firmin Moubelé ou Ola Toivonen. On trouvait que Camille Grosicki avait du génie et on excusait la débilité de Canabic, Jean Armel de son prénom, en disant qu'il avait du caractère. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors oui, on continue de râler, bien sûr. Oui, on aura toujours des trucs à dire. Et ça fait toujours plaisir de lâcher des petites pièces sur Flo Maurice ou Genesio. Oui, le jeu, depuis le début de l'année, est vraiment pas fou. Mais bordel, quand on fait le petit pas de recul, qu'on voit d'où on vient, qu'on repense aux années pas si lointaines où on se battait pour la relégation, que ça fait du bien. Je souhaite sincèrement à chaque supporter de voir évoluer son club pour qu'un jour personne ne s'étonne qu'un gars comme Matic y évolue. Et même si ça dure pas, et même si c'est bientôt fini, et même si on pourra que le raconter à nos gosses, et même si personne nous écoute, vivons-le à fond, profitons-en. Ce qui est pris est pris. C'est ça aussi l'amour. Allez, j'avais un peu besoin de me rassurer moi aussi, messieurs, bonjour. Parce que c'est vrai qu'en dehors de Matic, il n'y a pas de quoi trop s'exciter sur le début de saison du Stade Rennais. Alors je vous préviens, j'ai pas eu le temps de préparer vos intros, donc on va rentrer sur des poncifs habituels, même si c'est quand même les deux doyens qui m'accompagnent pour aujourd'hui. À ma gauche, il a grandi entre les actualités de Jean-Pascal Mignot et Émile Louis. Je vous laisse deviner qui était son idole. Ça va, Flo? Ça va très très bien, ça va très très bien. Jean-Pascal Mignot avec qui j'ai joué au tennis il y a à peu près 1 an et demi d'ailleurs. Classe! Tu Ouais, tutoies les plus grands. Tu tutoies les plus grands. pas maladroit, raquette en main. Avec lui, bah tiens, un mec qui tutoie pas les sommets, mais plutôt les caniveaux en ce moment. Il a supporté un club pendant 20 ans, il était au max du max. Et puis depuis 5-6 ans, c'est la merde. Le bon itinéraire d'un fils de riche qui a rien branlé, quoi, finalement. Ça va, Val? Écoute, ça va très bien. Pendant 20 ans, t'es un petit peu présomptueux. Je pense que ça a plus duré 5-10 ans. Mais ouais, ouais, on peut Ouais, mais définir. bon, Comme tu disait t'habitues au luxe. comme le disait un ancien coach de l'Olympique Lyonnais que tu connais plutôt bien, de toute façon, il n'y a qu'une chose qui est délicate dans la vie, c'est la mort. Pas con. C'est pas Ouais. con, finalement, quand on y pense. Eh ben, Dit comme ça. Après, Elon Musk est pas d'accord avec ça. Bon, allez, on quitte ce triste club rhodanien pour aller là où il y a du soleil. Bon, je veux dire, bon, on en a encore ici, mais là où il y a du soleil toute l'année, on va en Italie, messieurs. Les gars, pour cet épisode, direction le sud de l'Italie pour aller découvrir un club, j'allais dire, qui renaît de ses cendres, mais en fait, qui n'a jamais eu de cendres, qui naît tout court, qui est en train d'écrire son présent. Mais il faut dire qu'il y a une dizaine d'années, l'US Lecce était mort pour le football professionnel dans l'esprit de beaucoup de suiveurs du Calcio. Mais les revoilà en train de jouer les troubles fêtes dans ce début de Serie A 2023-2024. Avant de s'attaquer un petit peu aux raisons, au pourquoi, du comment ce club marche bien, je propose les gars qu'on revienne sur l'histoire sportive assez restreinte du club, mais l'histoire de la ville aussi pour en savoir un petit peu plus où est-ce qu'on fout les pieds. Ouais, exactement. Lecce, c'est une ville de taille moyenne, on va dire. C'est la deuxième ville des Pouilles, donc une des plus belles régions d'Italie si vous n'y êtes pas allé, un peu moins de 100 000 habitants. Les Pouilles, pour faire simple, il y a Bari au nord qui est la plus grosse ville et qui est le chef-lieu. Vous avez Lecce un peu plus au sud dans ce qui est le talon de la botte, donc pas très loin des deux côtes à la fois de justement ce talon de la botte. Et Lecce, c'est une capitale pour le coup historique et surtout culturelle. Ça a été une capitale de l'archevêché, une des plus vieilles universités d'Italie, donc une ville qui tourne beaucoup autour de ça et surtout autour de l'architecture baroque avec les pierres et la céramique qui ont fait toute la réputation de Lecce.
Donc une ville qui résonne pas forcément avec football, mais beaucoup plus avec culture. Et ce qui lui vaut notamment ces 2 surnoms, soit de Florence du Sud, soit de donc voilà, une des plus belles villes d'Italie méridionale, mais pas forcément la chaleur qu'on peut voir d'un point de vue sportif à Naples ou à Palerme par exemple. Ouais, et qui se situe particulièrement dans la région de Salento, qui correspond vraiment au bout, au talon de la botte Exactement. italienne. Concernant le club de Lecce, alors c'est un club qui est fondé en 1908 sous le nom de Sporting Club de Lecce et qui, à partir de 1927, va se transformer en US Lecce après la fusion avec d'autres clubs. Et c'est justement à cette époque-là, enfin 2 ans plus tard notamment, que le club va adopter les couleurs giallorossi, donc le jaune et le rouge, avec ces fameux maillots rayés, qui sont une référence au blason de la ville. Le blason du club va aussi être instauré cette année-là avec le chêne, qui est un arbre typique de la région des Pouilles et qui va être positionné au-dessus d'une louve, qui est une référence directe à la conquête des Romains de la région de Salento, qui, si je dis pas de bêtises, avait à l'époque surnommé la ville Lupiae, qui signifie loup en italien. Loup sauvage précisément, et donc voilà, c'est comme ça que le club a adopté à la fois ce blason en forme de bouclier qui est aussi une référence au blason de la ville, et les couleurs du club. En revanche, alors on parle de l'histoire du blason, etc. Hormis ça, on peut d'ores et déjà dire que si on nommait les titres de division inférieure, donc de série B et de série C, le club de Lecce est un club qui n'a absolument aucune histoire. Alors, il y a quelques petites anecdotes évidemment dont on va parler tout à l'heure, mais en termes de palmarès, c'est quasiment vierge. Leur meilleur résultat en Serie A, c'est une 9e place. À côté de ça, il y a 3 titres de champion de Série C en 46, 76 et 2018, 2 titres de champion de Série B en 2010 et 2022. Donc voilà, vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sachant Et préciser, voilà, vraiment pas pour grand-chose à se mettre préciser sous à la dent. nos auditeurs qu'ils n'ont jamais connu la Serie A avant 1985. C'est-à-dire que vraiment, Exactement. c'est pas du tout un club qui compte en Italie Ils ont qu'une dans l'histoire globale, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont je crois que c'est 17 ou 18 saisons dans leur histoire en Serie A. 19e, ouais, 19e. Voilà, ou 19. C'était à leur montée qu'ils en étaient, je crois, à 17-18. Donc effectivement, enfin on se rend compte que c'est pas un club qui a beaucoup pesé sur son histoire. Il y a même pas eu, on parlait de l'absence de palmarès à l'échelle évidemment européenne ou même nationale. Il y a même pas eu de beaux petits parcours, par exemple, comme l'ont pu connaître des équipes en Coupe d'Italie. C'est même pas quelque chose qui a été un acte fondateur de Lecce. C'est plus essentiellement un club de série B, voire de série C, selon les différentes périodes. Et par contre, il y a ce petit moment qui est un petit peu le fait d'armes de Lecce. C'est cette 9e place dont parle 88, donc qui est finalement une des toutes premières saisons de Lecce en Serie A, où le club va finir 9e, ce qui est en étant promu en plus, il me semble. Et notamment à l'époque, dans cette équipe-là, il y a Francesco Moriero, il y a Baroni, dont on va parler puisque c'était l'entraîneur de la saison passée, mais il y a Juan Barbas aussi, un Argentin, mais il y a surtout un autre Argentin, Pedro Pasculi, qui était un peu la star locale, qui est resté 5-6 ans, et essentiellement parce qu'il a joué à cette époque-là, mais qui était surtout aussi en équipe d'Argentine et qu'il a donc été champion du monde aux côtés de Maradona. Donc Lecce a pu avoir un champion du monde dans son effectif. Ouais, Palucci qui était un joueur même hyper important dans la vie et dans l'équilibre de vie de Diego Maradona, puisque c'était son colocataire de chambre, notamment pendant la Coupe du Monde 1986. Donc c'est lui qui a vécu auprès de Maradona pendant toute cette période-là, et c'était pas un joueur lambda non plus dans cette équipe argentine, puisque alors il a joué le premier match en tant que titulaire de poule, et il a surtout marqué le but décisif en 8e de finale qui a permis à l'Italie de se qualifier, et après à l'Argentine de se qualifier, et on connaît la suite de l'histoire de cette Coupe du Monde. Et au-delà de ça, Lecce donc avait à cette période-là évidemment Pedro Pasculi, qui deviendra donc champion du monde 1 an plus tard après son arrivée, et surtout Franco Cozio, qui était un joueur qui avait été formé à Lecce et qui est revenu à cette année-là, et qui notamment avait été champion du monde en 1982 avec l'Italie. Et donc à cette époque-là, Lecce ne le sait pas encore en 85, mais possède 2 joueurs qui auront terminé leur carrière en tant que champion du monde. C'est intéressant de dire qu'ils ils ont très peu d'histoire, parce que mine de rien, c'est aussi pour ça qu'en début de saison, alors évidemment, vous connaissez maintenant notre chat légendaire chez Poteau Carré, depuis qu'on a choisi de parler de l'US Lecce, ils ont perdu évidemment 2 fois. Et quand on l'a choisi il y a une quinzaine de jours, ils étaient 3e ou 4e. Et en fait, sans faire trop de bruit, parce que finalement, c'est un club qui intéresse pas grand monde. Si ce n'est dans cette région-là où enfin, ils sont tellement anonymes entre guillemets que leurs pires ennemis sont presque aussi anonymes qu'eux, c'est Bari. Et Flo, tu vas nous faire une petite chronique Père Castor sur l'historique inimitié entre le club de Bari et de l'US Lecce.
Une rivalité loin des plus connues d'Italie, qui regorge de ces antagonismes qui font le sel de la Serie A. Les derbys d'Italie, della Madonnina et de Milan, les plus médiatisés et qui mettent aux prises les trois géants du foot transalpin, l'Inter, la Juventus et l'AC Milan. Des historiques derbys della Lanterna entre la Sampdoria et le Genoa, ou della Mole entre le Torino et la Vieille Dame. Ou encore du bouillant derby de la capitale entre Romanista et Laziale. Non, le derby entre Bari et Lecce n'est pas de cette trempe-là, loin de l'impact médiatique de ces derniers. Peut-être parce que si le premier derby entre les deux principaux clubs des Pouilles se déroula en 1929, et qu'il fallut surtout attendre 1985 pour voir le premier choc entre les deux équipes en Serie A, l'élite du foot italien. Une rivalité de seconde zone donc, souvent disputée dans des divisions inférieures, mais qui même là, resta dans l'ombre d'autres oppositions, comme par exemple du derby di Sicilia, entre Catane et Palerme, connu pour être l'un des plus chauds du pays. Mais aussi car Lecce et Bari sont avant tout deux institutions qui se ressemblent au premier abord. Deux clubs qui ont évolué la majeure partie de leur histoire dans les divisions inférieures, passant le plus clair de leur temps à naviguer entre série C et série B, sans jamais accrocher le moindre titre majeur. Au mieux une 9e place donc pour Lecce, à la fin des années 80, et une 7e pour Bari dans l'élite du calcio italien, en 1947 s'il vous plaît. Et pourtant une passion intacte et immense, matérialisée par deux stades qui pourraient paraître démesurés à l'échelle du foot français, en comparaison du poids de ces deux clubs. Le Via del Mare, et ses près de 35 000 places à Lecce, face à l'immense Stadio San Nicola de Bari, plus de 58 000 places, construit pour la Coupe du Monde 90, et comme nous le savons tous, qui accueillit la finale de la Ligue des Champions 91, entre Marseille et l'Étoile Rouge de Belgrade, sacrant les Serbes au tir au but. Mais les 100 km qui séparent les deux villes ne disent rien du gouffre culturel qui sépare la capitale des Pouilles, Bari, 315 000 habitants, au nord de la région, et Lecce, à peine 95 000 âmes, plus au sud, au cœur du Salento, le talon de la botte italienne, région touristique en vogue entre attractions culturelles et balnéaires. Deux villes différentes en tout point. Saint patron, architecture, gastronomie, dialecte, culture et foot, donc. Une opposition typique de l'autre côté des Alpes qui s'inscrit dans l'histoire de l'Italie, pays relativement jeune comparé à ses voisins d'Europe de l'Ouest, divisé par des siècles d'histoire, de royaumes, d'annexions et de duchés avant l'unification italienne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Une fragmentation du territoire qui ne s'est jamais complètement effacée et qui rejaillit aujourd'hui dans l'intégralité du calcio, vecteur identitaire et témoin de ces différences. On connaît bien évidemment le racisme entre le riche nord et le sud rural. Mais Lecce-Bari, c'est le racisme local, en circuit court d'une certaine manière. Si Antonio Conte, apatride du foot italien pourtant natif de Lecce et qui joua 6 ans pour les Giallorossi, ne se gêna pas en 2007 lorsqu'il fallut s'installer sur le banc de Bari au début de sa carrière de coach, il n'y a qu'à demander à l'ancien défenseur malien Souleymane Diamouten, agressé par ses propres supporters de Lecce en 2010, qui lui reprochait 3 pauvres matchs sous les couleurs du rival Galletti, pourtant rien comparé à ses 150 apparitions pour le maillot de Giallorossi. Une saison 2010-2011 qui aura marqué les annales de l'histoire d'Il Derby di Puglia. La manche retour, en mai 2011, qui a vu Lecce l'emporter 2-0, a probablement accouché de la plus grande polémique entre les deux formations. Un match immédiatement placé sous enquête judiciaire, en raison d'un but contre son camp grotesque et douteux d'Andrea Masiello, d'un parfait plat du pied. Le défenseur expliquera par la suite au magistrat que les dirigeants de Lecce lui avaient proposé, comme à d'autres coéquipiers, 300 000 € pour acheter la partie, alors que Bari était déjà condamné à la descente en série B. Un trucage qui aura éclaté peu après la fin de saison, dans le cadre du scandale plus large du calcio scomese. Une situation poussant le joueur pourtant transféré à l'Atalanta Bergame, tout au nord du pays, à être un temps placé sous protection policière et judiciaire 24 heures sur 24, face à l'éventualité de représailles de ses anciens ultras. Si les deux clubs ne se sont pas recroisés en compétition depuis, faute à Bari qui a longtemps végété en série C avant de remonter cette saison en deuxième division, Lecce évoluant pour le coup en série A, la rivalité n'a jamais baissé. En février 2020, profitant d'un déplacement des tifosi de Lecce à Rome, face à la Roma, les ultras de Bari ont tendu un guet-apens à leurs rivaux, attaquant leur minibus avant d'en brûler certains en pleine autoroute. Après 12 années d'abstinence entre les deux rivaux, ce triste épisode ne fait donc qu'attiser la haine, et redouter le jour où les deux équipes se recroiseront, dans un stade ou sur les macadam. Ouais, alors j'ai une petite anecdote pour compléter la chronique de Flo, alors qu'il n'a pour le coup rien à voir avec les supporters, mais c'est une anecdote qui est un petit peu sympa, puisque parmi les joueurs les plus capés de l'histoire du club, il y a donc ce top 5, et dans le joueur qui se positionne à la 5e place, c'est Giuseppe Materazzi, qui va jouer au club entre 68 et 75, au moment où le club végète
plus ou moins en série C à ce moment-là et vraiment pas au max de sa forme sportivement. Et évidemment, Giuseppe Materazzi va avoir un enfant que l'on connaît tous, qui est le jeune Marco Materazzi, donc dont on a évidemment tous déjà entendu parler, et qui donne donc une raison particulière de détester le club de Lecce. Voilà, si vous voulez vous faire un petit avis sur ce club, sachez que c'est aussi le club qui a créé Marco Materazzi. Donc voilà, évidemment, c'est pour la blague et pour l'anecdote, mais voilà. De toute façon, j'ai toujours été pour Barry. Donc les gars, finalement, pas grand-chose de très passionnant, on va dire, en termes de palmarès sportif. Ce qui est plutôt intéressant, c'est finalement le début des années 2010, où Lecce a failli, en fait, radicalement, même si c'était pas si important que ça dans le monde professionnel du football italien, mais radicalement disparaître, en fait. Ouais, justement, au début des années 2010, le club va être relégué administrativement, notamment pour faute grave, notamment pour un scandale de match truqué. À l'époque, Bari, donc qui est l'ennemi juré, et Lecce sont en Serie A. Bari est déjà assuré de redescendre en deuxième division, mais Lecce joue encore son maintien. Et pendant ce match qui a lieu en fin de saison entre Bari et Lecce, il va y avoir un joueur qui va marquer un but contre son camp et qui va avouer quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, alors qu'il a déjà été transféré à l'Atalanta, avoir reçu des sommes pour justement marquer ce but contre son camp et aider Lecce à se maintenir en Série A. Et voilà, donc ils vont se faire griller. C'est le fameux scandale dans lequel plusieurs équipes avaient été concernées, notamment la Lazio aussi. Il y avait eu plusieurs scandales de matchs truqués cette année-là. Et il y a notamment Antonio Conte aussi qui avait été visé par ces affaires-là. Et je crois qu'il était encore à l'époque entraîneur de la Juventus Turin. Donc voilà, c'est un des nombreux scandales de matchs truqués qu'il y a en Serie A. Et donc le club cette année-là est relégué administrativement en Série C et ils vont rester pendant assez longtemps, pendant environ 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, il va y avoir notamment la reprise du club par un consortium d'investisseurs locaux dont Damiani fait partie et qui deviendra président quelques années plus tard. Notre ami avocat. Et juste avant, ce qui est rigolo d'expliquer aussi, c'est que du coup, quand il y a le scandale qui se passe et qu'ils sont relégués quand même jusqu'en série C directement, c'est que en fait, les propriétaires historiques, enfin historiques, entendons-nous, hein, ils étaient là depuis 18-20 ans, mais quand même, du coup, quittent le club. Et en fait, il n'y a absolument pas de repreneur, ce qui fait que le club vit en autogestion pendant 1 an. Et c'est au bout d'1 an qu'il y a de nouveaux propriétaires qui arrivent et qui restent 4 ans et qui, eux, se barrent en disant que c'est l'enfer à diriger, que c'est super hostile, etc. Et c'est là que notre ami l'avocat Saverio Sticci Damiani se porte acquéreur du club avec plusieurs entrepreneurs locaux. Ce qu'a voulu faire Sujet Bordeaux, justement il sur fut la un temps, répartition si je ne administrative du m'abuse. club, on a eu l'occasion d'aller interviewer Johan Crochet, que vous allez pouvoir entendre plusieurs fois au cours de cette émission. Johan Crochet qui est évidemment l'expert, le spécialiste du football italien sur RMC et notamment dans l'afterfoot. Voilà, donc on voulait avoir un petit peu une vue de l'intérieur de ce qui se passait là-bas, puisque lui il connaît très bien le club et très bien la Serie A, et du coup il nous parle un petit peu justement de cet aspect-là. Salut Johan, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous parler un petit peu justement de la répartition du pouvoir qu'il y a au sein de ce club de Lecce, qui est la figure de proue du projet, à la fois d'un côté sportif et à la fois d'un point de vue relationnel aussi. Est-ce que par exemple un mec comme Mencucci a un rôle important dans les médias aujourd'hui? Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit revue de ce qui se passe dans ce club? Alors, honnêtement, lui, on le voit jamais. Ouais, Les 2 personnes qu'on voit le plus, c'est Sticky Damiani, donc Saverio Sticky Damiani, le président, ok. qui est présent à tous les matchs, à domicile comme à l'extérieur, qui prend la parole parfois, etc. Dans des interviews posées, j'ai envie de dire, c'est pas un mec qui passe en zone mixte pour parler ou ce genre de trucs-là. Et après, il y a Corvino qui parle beaucoup. D'accord. Parce que lui, c'est un peu un dirigeant à l'ancienne, si tu veux, c'est un peu comme Walter Sabatini. Mais tu vois, Mencucci, tu l'entends sur j'allais dire pas sur des gros médias, c'est presque le cas en fait. Tu vois, moi, j'ai pas souvenir d'interview de lui dans la Gazzetta, par exemple, où il parlerait je sais pas, de la stratégie sportive, de ces trucs-là. C'est Sticky Damiani D'accord. et Corvino qui parlent de ça, tu vois. D'accord. Et pour le coup, Mencucci, parce que on en a pas mal parlé nous pendant l'épisode, notamment parce que je crois qu'il avait quand même été assez important dans la restructuration de la Fiorentina. Est-ce que tu confirmes que c'est un mec qui est
particulièrement spécialisé sur l'aspect administratif et financier? Ou est-ce que tu n'as pas du tout d'infos là-dessus? Je sais pas si tu le connais. Alors ça oui, en fait, c'est pour ça qu'on l'entend pas spécialement sur la stratégie sportive. C'est que et tu as des cas vraiment très différents où l'administratif et le sportif est très dissocié et où, tu as une personne suffisamment compétente, avec suffisamment d'expérience pour presque faire les 2. Tu vois, par exemple, à la Roma, pendant quelques années, il y avait Guido Fienga, qui était le CEO, donc l'administrateur délégué. Lui, il était vraiment sur l'aspect sportif, pardon, sur l'aspect administratif et aussi sur l'aspect administratif lié au stade. Et à côté de ça, tu avais un directeur sportif qui, lui, travaillait pour le coup sur le sportif, comme son nom l'indique. Ça, c'est souvent le schéma qu'on retrouve, sauf si tu as une figure tutélaire type Adriano Galliani. Donc Mencucci, c'est pas lui qu'on va entendre sur le plus, en tout cas. Il doit y avoir des exemples où il en a parlé, mais sur. C'est pas lui qui va dire bon, bah, on met les joueurs au vert parce qu'ils n'ont pas été performants. C'est pas lui que tu vas entendre sur. Oui, alors la prolongation de Valentin Gendret, on est en discussion, on en est là, là et là. Tu vois, les agents, ils n'ont pas affaire à Mencucci. Les agents, ils ont affaire à Corvino. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur notre ami Damiani? Parce que quand tu me dis avocat, club de foot sud de l'Italie, a priori, j'ai pas envie de lui confier mes comptes. Ouais, exactement. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce fameux Saverio Damiani là, on connaît pas grand-chose sur lui. C'est un investisseur local qui a repris le club avec le consortium, comme tu le disais, mais voilà, pas énormément d'informations. En revanche, là où il a eu le nez creux, c'est qu'il a rapidement mis au poste de président, enfin de directeur général, un mec qui s'appelle Sandro Mencucci, qui est un mec qui est très référencé justement dans le milieu footballistique en Italie, puisque notamment il a été président de la Fiorentina à partir de 2002, au moment où le club est rétrogradé en 4e division pour d'énormes problèmes financiers. C'est quelqu'un qui va être choisi par la famille Della Valle, qui est à l'époque et encore aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises, les propriétaires de la Fiorentina. Et c'est un mec qui va redresser et restructurer complètement le club en le faisant passer de la 4e division à la Ligue des Champions. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de cette période de Ligue des Champions de la Fiorentina. Moi, je me rappelle très bien parce que Lyon avait joué à l'époque contre eux avec un maillot jaune fluo qui était absolument horrible, mais c'était voilà, la dernière année, je crois, de Benzema et Juninho. Donc voilà, en seulement 7 ans, le club va remonter de la 4e division à la Ligue des Champions et va devenir un véritable modèle à la fois économique, sportif et aussi de vertu, puisque c'est aussi le club qui va devenir le premier club italien à sponsoriser une association à but non lucratif. Alors à l'époque c'était Save the Children, donc l'association devenait sponsor maillot du club gratuitement, ce qui est une perte équivalente à environ 250 000 € par an à l'époque pour la Viola, mais voilà, c'est aussi devenu un club de vertu, et tout ça c'est grâce à cet homme-là, donc Sandro Mencucci, qui à la base a une formation d'expert comptable, donc qui n'est pas du tout un homme de terrain, mais qui va devenir un véritable expert sur toute la partie financière et administrative. Pour donner une ordre d'idée, le club est par exemple passé d'un budget de 7,5 millions au moment de la reprise du club à 100 millions d'euros sous ses ordres. Et voilà, c'est ce que je disais, dans les années 2010, fin des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, le club de la Fiorentina va devenir un véritable modèle. On parle du modèle de la Fiorentina qui mettait l'accent à l'époque sur l'équilibre économique, sur la compétence technique avec des vrais techniciens à leur bon poste, et sur un investissement dans le secteur de la jeunesse et la promotion d'une culture sportive dite fair play. Voilà, c'est comme ça qu'ils promouvaient leur politique. Est-ce qu'on sait pourquoi il vient à Lecce? Est-ce qu'il motive ou pas du tout? Mencucci, sur Lecce, je sais pas quelles sont les raisons particulières qui l'ont motivé à signer dans ce club. En tout cas, je sais que c'est un mec qui est très présent dans le monde du foot. C'est quelqu'un qui fait partie aussi du conseil d'administration de Leeds. En 2019, justement, il était devenu consultant financier du club, et en même temps qu'il soit devenu président du groupe Acer, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans les médias sportifs, et qui est d'ailleurs été fondé par Andrea Radrizzani, qui est jusqu'à cette année-là propriétaire de Leeds. Donc voilà, il avait
avait beaucoup de connexions avec le club anglais. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement précurseur dans le monde du football, notamment, alors je parlais tout à l'heure du modèle de vertu avec l'association, mais c'est aussi quelqu'un qui est très présent dans le monde du foot féminin. C'est quelqu'un qui a notamment milité pour créer des fonds de solidarité pour les joueuses en fin de carrière, pour penser aussi à On leur en parlera reconversion. tout Il avait milité aussi pour la levée du plafond salarial des joueuses qui était limité à un certain montant à une époque. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une vision assez globale, en plus d'avoir d'énormes compétences sur les aspects techniques et financiers, enfin administratifs et financiers. C'est quelqu'un qui a une vision de manière assez générale sur ce que doit être le football, et c'est très intéressant pour Lecce qu'il est signé dans ce club-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, on a un mec qui connaît vraiment le foot, qui est là depuis une vingtaine d'années, qu'en termes de temporalité, c'est pas complètement absurde. Et on va y revenir évidemment, c'est pas complètement absurde de voir ce que Lecce fait depuis 2, 3, 4 saisons depuis qu'il est là. En revanche, c'est bien beau d'avoir ça, mais il faut aussi bien savoir s'entourer. Qui est-ce qui gère le sportif? Parce que lui, il est impliqué surtout dans les infrastructures, etc. Mais dans le sportif pur, est-ce qu'il y a un directeur du foot, un directeur du sportif qui est un peu marquant dans ce club ou pas? Bah, cet homme-là, c'est Pantaleo Corvino, qui a eu différents passages en tant que directeur sportif, directeur technique dans d'autres stades, et qui a eu un passage notamment avec Moncucci à la Fiorentina. Il est revenu à Lecce. Quand je dis revenu, pourquoi? Parce que Pantaleo Corvino, il fait une grosse partie de sa réputation sur son premier passage à Lecce. C'est un gars un peu du coin qui a beaucoup baroudé dans les Pouilles et dans l'Italie du Sud. Et il a été directeur technique, directeur sportif de Lecce déjà de 98 à 2005. C'est un mec qui a un parcours assez atypique parce que il avait potentiellement une carrière de joueur qui pouvait s'ouvrir à lui. Son père est décédé quand il était assez jeune, ce qui l'a poussé notamment financièrement devoir arrêter le foot. Il est parti dans l'armée notamment comme sous-officier et il est revenu dans un club d'une petite ville qui était monté en série C. Ce club, c'était Casanaro. Il est resté 10 ans là-bas. Il a notamment révélé à la fin des années 90 un certain Fabrizio Micoli qui, pour les gros suiveurs de Serie A, était un attaquant qui a fait une grosse partie de sa réputation à Palerme, mais qui est passé dans d'autres clubs un peu plus Donc, huppés aussi et qui a faut dire été qu'il était fin et racé, ce Fabrizio. il était plutôt, il était fin et racé avec un physique plutôt très costaud pour un attaquant très trapu, mais pourtant il allait très très vite et c'était un super joueur. Et donc voilà, Pantaleo Corvino, c'est le mec qui l'a décelé. Et il a fait sur Micoli et sur beaucoup d'autres transferts dont on va parler un petit peu plus tard sa réputation comme un vrai dénicheur de talent. Et notamment, il n'est pas le seul, mais il est une des principales forces du scouting en Europe de l'Est. Et on sait qu'en Italie, on regarde beaucoup vers l'Europe de l'Est et les Balkans. Lui, pas forcément que les Balkans. Il est aussi des très bons réseaux en République tchèque, en Roumanie, notamment en Bulgarie aussi. Et je vais vous donner au gré de sa carrière, que ce soit à Lecce ou après à la Fiorentina ou à Bologne, il a recruté notamment beaucoup de joueurs. Par exemple, à la Fiorentina, il y a eu Milenkovic, le défenseur central, il y a eu Stefan Jovetic, il y a eu Osvaldo sur d'autres marchés, Felipe Melo, Vargas, Luca Toni, Gilardino, Mutu et Luca Toni étaient un petit peu plus connus, mais ce qu'il fait avec ces joueurs-là, c'était assez énorme. Et dans son premier passage à Lecce, on en parlait tout à l'heure, Ernesto Cevanton, qui est le 4e meilleur buteur d'histoire du club, a été un petit peu déniché, alors pour le coup en Amérique du Sud. Voilà, Corvino, c'est la tête pensante sportive de ce club, et c'est lui qui a fait ce qu'est Lecce aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, il suffit de regarder l'effectif de Lecce aujourd'hui, il y a encore largement cette influence-là. Donc c'est principalement ce directeur sportif-là, on va dire, qui a créé ça. Et en plus, il y a souvent des trucs un petit peu originaux, mine de rien, depuis l'an dernier. Lecce, à chaque fois, on voit que ça tente des choses sur le marché et que c'est peut-être pour ça, les gars, si Lecce, ça marche quand même plutôt bien depuis 3-4 ans. Ouais, je vous propose qu'on écoute une nouvelle fois Johan Crochet, qui connaît un petit peu ce sujet-là aussi et qui nous en a parlé pendant notre échange. Corvino, c'est un dirigeant à l'ancienne qui s'appuie sur des gens qui sont plus en phase avec la modernité du football, ce qu'elle nécessite, ce qu'elle requiert. Lui, c'est quelqu'un qui a une expérience incroyable dans le football. Il a, grâce à ses nombreuses années d'expérience, quasiment 40 ans d'expérience, réussi à construire un réseau dans le monde entier d'informateurs, d'agents évidemment, qui peuvent lui soumettre des profils à étudier. Sa grande force, et c'est souvent le cas des mecs qui sont là depuis longtemps, c'est le réseau qu'il a réussi à construire et la fiabilité de son réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un de ses informateurs qu'il estime être extrêmement fiable l'appelle, c'est quasiment les yeux fermés pour lui. Il est capable de...
Alors, je dis pas qu'il va pas regarder le joueur, mais il va lui faire confiance, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à la recommandation de l'informateur. En Italie, il a cette réputation textuellement de dénicheur de talent. Pour les petits clubs, sans doute l'aspect le plus important, une fois que tu as défini ta stratégie sportive, ce que tu voulais faire, il a autour de lui très peu de gens, directement à Lecce. Il a une cellule de scouting qui est extrêmement limitée. Mais lui, il a 2 personnes. Il en a une pour la cellule professionnelle et il en a une pour le centre de formation. Mais Corvino, pour terminer sur son profil, quand je disais que c'était un peu un mec à l'ancienne, c'est parce qu'il fait rire encore un petit peu tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des directeurs sportifs ou des directeurs techniques ou des responsables de cellules de recrutement, peu importe un peu le niveau ou l'échelle du job en question, qui utilisent tous les outils de data analyse, les plateformes de vidéo, qui ont tout un tas de rapports informatiques sur les joueurs, qui les rentrent dans des systèmes informatiques, soit qu'ils développent eux-mêmes, soit qu'ils utilisent sur de l'existant, par exemple sur Wisecout ou sur des sites de ce type-là. Bah lui, il continue à noter dans les carnets. J'en parlais, c'est marrant parce que j'avais parlé peu de temps après avoir eu Corvino au téléphone avec un autre directeur sportif italien et je lui ai dit j'ai appelé Corvino, etc. Et le premier truc qu'il m'a dit, il m'a dit t'as parlé de ses carnets parce que voilà, c'est un peu connu que il fonctionne encore un peu à l'ancienne. Je sais pas de combien de carnets il a. Alors des terminés, il doit en avoir des centaines. En cours, je sais pas, mais c'est un peu le charme du dénicheur de talent un peu désuet dans le fonctionnement, mais clairement pas désuet dans la capacité d'analyse, de compréhension du football, de ce que requiert l'évolution du football en termes de profil de joueur et de créativité surtout. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est une phrase qu'il aime bien répéter et c'est une phrase qu'on peut utiliser d'ailleurs pour d'autres secteurs, hein, pas simplement sur le football, même le sport de manière générale. C'est que quand tu n'as pas d'argent, il faut aussi être créatif pour trouver des solutions. En fait, il y a vraiment pas de secret, c'est le travail. Il y a aussi les échanges évidemment qu'il peut avoir en interne, les échanges qu'il a avec ses fameux informateurs, les échanges qu'il a aussi avec l'entraîneur, parce que aujourd'hui Corvino il parle très régulièrement avec. Donc aujourd'hui c'est D'Aversa l'entraîneur de Lecce, mais il y a eu aussi un entraîneur qui était très très important, Baroni. Et en fait, quand tu confrontes tes idées avec l'entraîneur, avec ce qu'il demande, parce que les entraîneurs souvent sont quand même plus jeunes que. Ce serait dur d'être beaucoup plus vieux que Corvino et être sur un banc de Serie A, mais ils sont quand même plus jeunes, ils sont quand même plus conscients aussi peut-être de l'évolution du football. Donc, en parlant avec ces jeunes-là, son scout est beaucoup plus jeune que lui aussi au niveau de l'effectif professionnel. Donc, il n'y a pas de secret, l'échange et le travail en fait. Donc, c'est pour ça que la relation entre l'entraîneur et Corvino avec ses entraîneurs, elle est essentielle parce qu'en fait, quand tu n'as pas de moyen de te tromper, tu es obligé d'être en total accord, dans une totale union avec ton entraîneur. Bien sûr. Et du coup, par rapport à, évidemment qu'il y a cette relation avec l'entraîneur, mais du coup, est-ce qu'il y a une ligne directrice qui est mise en place par Corvino sur le recrutement, le projet de jeu, amener les jeunes joueurs du centre de formation vers l'équipe première? Est-ce qu'il y a des principes, des idéaux, une charte en fait qu'il essaie de mettre en place au club? Alors, il y a les idées et la réalité économique. En fait, l'année dernière, la saison 2022-2023, Lecce a remporté le championnat Primavera. Donc, c'est les U19, c'est le plus haut niveau jeune en Italie. Il n'y a pas de U21, c'est les U19. Et ça avait surpris un peu tout le monde. Et ce qui avait surpris / agacé / particulièrement déplu, choisissez un peu selon comment les gens réceptionnaient le fait de gloire de Lecce en Primavera, c'est qu'il n'y avait pas d'Italiens dans le 11 des joueurs les plus utilisés. Et en fait, Corvino avait dit, bah ouais, moi j'ai tu peux prendre des joueurs des pays de l'Est, des pays scandinaves, etc. Il avait dit, mais c'est simple en fait, moi j'aimerais bien prendre des jeunes joueurs italiens. Mais en fait, quand je vais voir des jeunes joueurs italiens, les clubs me réclament des montants que je suis incapable de payer. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller recruter pour moi des jeunes joueurs à l'étranger parce que ça correspond à ma réalité économique. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il a un scout pour l'équipe professionnelle, un scout pour pour le centre de formation, et les deux ont la même importance.
Parce qu'il y a 2 axes pour renforcer aujourd'hui l'équipe professionnelle de Lecce. Il y a ou bien les joueurs que tu recrutes directement pour ton équipe professionnelle à travers donc cette personne qui est en charge de l'observation des joueurs pour l'effectif professionnel et qui sont, eux, amenés tout de suite à être performants ou en tout cas dans le, je vais pas dire très court terme, mais dans le court terme au moins, à être performant parce que, bah, mine de rien, tu joues ta peau en Serie A toutes les saisons, parce que c'est le destin de Lecce. Tout à l'heure, tu disais, c'est un club qui a fait le yo-yo. Effectivement, parce qu'en fait, Lecce, c'est un peu ce type de club, un peu comme Empoli, où ils sont souvent trop forts pour la Série B, Ouais, c'est ça. mais trop forts pour la Serie A. Trop faibles pour la Serie A. Et donc, tu es un peu dans un entre-deux qui fait que, bah, quand ça tourne bien, tu as les structures, tu as la qualité des joueurs, bah, tu montes. Tu peux être amené à rester 1, 2, 3 ans, peut-être 4 grand maximum, mais une saison où ça s'enchaîne un peu moins bien, tu vas redescendre. Empoli, c'est un peu la même trajectoire, mais un club comme Brescia, c'est un peu la même chose aussi. Ouais, il n'y a pas de juste milieu en Italie. C'est ou bien tu es trop faible pour rester en Serie A, ou bien tu es trop fort pour être en Série B. Donc il y a des clubs pour qui le modèle économique est un peu difficile. C'est le cas de Lecce notamment. Et donc le deuxième axe, donc ça, le premier axe, je te disais, c'est renforcer l'équipe première tout de suite avec des joueurs qui seront performants tout de suite. Le deuxième axe, c'est recruter des jeunes joueurs, enfin des joueurs qui sont encore plus jeunes, parce que mine de rien, ils recrutent aussi des jeunes joueurs pour l'équipe première, mais des jeunes joueurs encore plus jeunes, que tu vas habituer à tes méthodes de travail, que tu vas habituer à la culture tactique en Italie, qui n'est pas qu'un mythe. Mais donc, recruter des très jeunes joueurs pour commencer à les habituer, leur faire le parcours classique des jeunes, des équipes de jeunes, entre guillemets, jusqu'à arriver à la Primavera, et ensuite passer le cap pour aller dans l'équipe première. C'est ça un peu les 2 axes. Donc la vraie stratégie sportive de Lecce, c'est avoir un football réaliste, mais à Lecce, on aime bien que les joueurs se dépensent quand même pas mal. On aime un football énergique. C'est pour ça que Lecce a souvent eu, sans être une équipe ultra protagoniste, mais a souvent eu des équipes quand même agréables en termes de football. C'est le côté un peu esthétique, chacun est sensible plus ou moins à cet axe-là. Donc la stratégie sportive, c'est avoir une équipe qui correspond aux attentes aussi des gens, qui est un peuple, je veux dire, les Pouilles, c'est pas... Il y a les Pouilles, la carte postale, Polignano, Amare et les belles plages et les falaises et l'eau turquoise. Et puis il y a les Pouilles à l'intérieur des terres où le revenu moyen est très très bas. Donc on aime aussi avoir des joueurs qui se dépouillent un peu. Il y a beaucoup d'attentes autour du football. Et bah, en fait, comme ta réalité économique est ce qu'elle est dans une région économique qui est pas, la plus riche, c'est difficile de trouver des sponsors, c'est difficile de trouver des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour aider le club à franchir un palier. Et bah, on en revient à la première phrase de Corvino, il faut être créatif. Ok, on remercie encore d'ailleurs Yann Crochet d'avoir donné un peu de son temps pour répondre à nos questions sur cet obscur club qui est l'US Lecce. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes à dire sur ce directeur sportif. Il y en a un petit peu moins sur l'entraîneur actuel qui vient d'arriver, Roberto D'Aversa. Mais on va dire que sur les 2-3 dernières années, il y avait un autre coach qui a fait du très bon boulot, ce qui peut expliquer les très bons résultats de Lecce dans ce début de saison. Exactement. Bah, on parlait tout à l'heure de Marco Baroni, donc qui a été un joueur dans la fin des années 80, début des années 90 à Lecce. C'est lui qui a relancé le club ces dernières saisons. On parlait de ses cycles, parfois en série C, parfois en série B. Bah, il a pris le club en 2021. Il l'a fait monter dès sa deuxième saison, dès sa première saison, pardon, dès sa première saison de série B en série A en étant champion de série B sur l'avant-dernière journée, il me semble. Et l'année dernière, il a fait une saison qui a été plutôt très réussie parce que quand on assure le maintien avec un promu, a fortiori comme Lecce qui n'a pas un énorme budget, d'énormes joueurs, c'est déjà une réussite en soi de finir 16e et de réussir à se maintenir. Le maintien a été acquis à l'avant-dernière journée sur un penalty à la 101e minute par Lorenzo Colombo, dont on reparlera peut-être un petit peu après. Mais il a su bâtir un effectif assez solide. Par exemple, l'année dernière, Lecce était la 9e meilleure défense du championnat, 8 ou 9e. Grâce à qui, Val? Bah évidemment, le Big Sam. Attends, je crois que j'allais laisser passer ça ou quoi? Exactement, Samu Umtiti qui était là. Et l'effectif a essayé de garder une ossature assez similaire. Bon, on a parlé de Lorenzo Colombo qui était un international espoir italien et qui est parti depuis. Il y avait aussi le milieu de terrain danois Morten Hjulmand qui avait été recruté dans un club autrichien et qui est parti cet été au Sporting Portugal de Lisbonne. Excellent joueur et qui est parti, je crois, pour plus de 20 millions.
il y avait la Juve et Naples notamment qui étaient aussi sur les tablettes pour l'attirer. Donc voilà, ce qui montre bien aussi que Lecce ne peut pas retenir tous ces joueurs, mais en tout cas Marco Baroni avait vraiment réussi l'exploit à la fois de faire monter le club de Série B à la Serie A et ensuite de les maintenir plutôt avec brio. Malheureusement, il n'a pas pu rester, il n'a pas du tout été limogé, c'est plus qu'il s'est pas entendu sur la prolongation et sur la reconduction de son contrat avec ses dirigeants, et notamment financièrement, il est fini par partir à l'Hellas Vérone. Bah, c'est Et mar- du coup, ouais, vas-y, Val, vas-y. Ouais, bah, pardon, excuse-moi, mais c'est marrant parce que c'est un peu le parcours qu'a eu aussi Roberto D'Aversa avec Parme, un peu similaire, c'est-à-dire que après une carrière de joueur un peu moyenne, notamment en Série B, c'est quelqu'un qui s'est rapidement converti en tant qu'entraîneur et qui va diriger Parme notamment entre 2017 et 2021. Bon, alors, avant de prendre la Sampdoria et de se faire virer en janvier 2022, mais son parcours à Parme est assez représentatif de ce qu'a fait aussi Baroni à Lecce, puisqu'il est arrivé, il les a arrivés en 2017, il les a fait remonter de Série C à Série A, et il a décidé de quitter le club de soi-même à la fin de l'année 2021, parce qu'il estimait qu'il était arrivé au bout d'un cycle et qu'il n'avait plus rien à tirer de cette équipe. Donc c'est aussi des démarches, je trouve, assez intéressantes en tant qu'entraîneur de réussir à partir au bon moment. Est-ce qu'il ne faut pas savoir partir finalement? Ouais, mais Donc, on d'ailleurs, va est-ce que attendre nous, on de... fait pas la saison de trop là? Ah bah oui, bah moi je devrais être parti depuis longtemps, et heureusement que tu m'as mis un chèque énorme en fin de saison dernière. Non mais du coup les gars, pour finir là-dessus, parce qu'on n'a pas 10 000 trucs à dire, le mieux c'est qu'on va surtout voir ce que va faire D'Aversa avec cet effectif-là, qui est quand même, faut le dire, moi je trouve, c'est que mon avis, mais par rapport à la saison dernière, qui est peut-être plus jeune, avec un chou moins de talent, donc va falloir quand même voir, j'ai l'impression qu'il surfe un peu sur la dynamique de la saison dernière et du travail qui a été fait. Je suis pas sûr que ça tienne vraiment sur la longueur. Mais en tout cas, on va suivre ça de près. Est-ce qu'on peut s'attarder, les gars, un petit peu sur l'effectif maintenant? Il n'y a pas vraiment de superstar, à part Rémi Houdin, je veux dire. Donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les joueurs types, les joueurs cadres de cette équipe de Lecce qui a fait la surprise sur les 6-7 premières journées? Ouais, bah déjà il y a le gardien Vladimiro Falcone qui était déjà là en Série B, qui était là la saison dernière pardon, qui est un gardien qui a beaucoup malheureusement dans les clubs italiens en Série B, en Série C, voire comme deuxième gardien en Serie A. Il a fait 8 prêts consécutifs pour un joueur qui a même pas 30 ans, donc ce qui est assez ahurissant. Et là, il a enfin réussi à se fixer. Après son prêt l'année dernière à Lecce, il a convaincu et il est resté de manière définitive à Lecce. Et c'est un gardien qui est très solide, c'est une référence de Serie A. Je vous dis pas pour autant que c'est un mec qui va aller très haut, quoique franchement, quand on voit la trajectoire d'un Provedel par exemple, on peut se dire qu'il pourrait aller dans un club un peu plus huppé. Ce qui montre en tout cas qu'il a une belle cote en Italie et en Serie A, c'est qu'il a été appelé par Roberto Mancini avant que Roberto Mancini cède au Sirène de l'Arabie Saoudite. Il a été appelé, alors il n'a pas encore eu de cap, il n'a pas encore pu jouer sur le terrain, mais voilà, il avait été appelé par la Squadra Azzurra en mars dernier. En même temps, j'ai envie de dire qu'avec un blaze pareil, quand tu t'appelles Vladimiro Falcone, genre, moi, Ouais. et sachant bien préciser que le Vladimiro est avec un W, sinon ce serait quand même beaucoup moins classe. Exactement. Mais sinon, oui, pour revenir sur l'effectif et notamment sur la défense, et puis je laisserai peut-être le milieu et l'attaque à Val, c'est que il y a encore 2 ans, le club était en Série B. Il y a très 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 peu de joueurs qui étaient déjà là en Série B qui sont toujours dans le club. Ça rejoint ce qu'on parlait sur la sportif, avec beaucoup de rotation et une capitalisation des joueurs forcée et subie par le club. Ils sont obligés de fonctionner comme ça s'ils veulent survivre. Mathieu Blin, qui était l'ancien capitaine d'Amiens, par exemple, c'est un des seuls à avoir connu la Série B et à être toujours au club. Alexis Blin, ouais. Alexis, ouais. Non, Mathieu Blin, c'est un autre sport. C'est un sport différent. Et sinon, non, pour parler un petit peu aussi de l'ossature de cet effectif, il y a un joueur qui n'est pas non plus à sa première saison. C'est Federico Baschirotto. Je vous engage à aller à faire des recherches sur Internet. C'est un défenseur très solide, qui a été très bon avec Umtiti l'année dernière et qui imposait une présence physique à tous les attaquants l'année dernière qui était assez folle. Allez voir des photos de lui sur Internet. Il a plus un physique de catcheur ou de lutteur de MMA que de footballeur. Mais pour autant, c'est un défenseur qui fait des saisons très solides et qui commence vraiment à avoir une belle petite cote aussi en Serie A. Non, mais c'est juste si je peux me permettre avant, ce que je trouve intéressant pour compléter ce que vient de dire Flo, c'est que juste le compère de défense centrale, c'est enfin qui était censé être le compère de défense centrale, mais c'est Pangarsic, qui est un ancien espoir croate du Red Bull Salzbourg, Ouais. qui joue à Wolfsburg, et ça montre quand même le petit changement de Lecce, c'est qu'ils se permettent de faire des transferts où ils vont chercher un défenseur central de Wolfsburg.
Moi, il y a encore un ou deux joueurs juste sur lesquels je voudrais parler après, mais vas-y Val, je reprendrai après. Ouais, c'est ce qui est paradoxal avec Lecce, c'est que malgré le fait qu'il y ait une rotation d'effectifs qui soit hyper importante d'une année sur l'autre, qui est un peu la marque aussi d'un club dont l'instabilité est récurrente, quoi. On peut parler aussi des entraîneurs, par exemple. Je sais que Lecce a eu 14 entraîneurs, je crois, sur les 13 dernières années. Donc voilà, c'est ça je trouve que ces éléments-là sont caractéristiques d'un club qui n'est pas très stable sportivement, en tout cas. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, enfin cette année, dans l'équipe, il y a une certaine stabilité au niveau des joueurs. On a parlé du gardien qui est évidemment tout le temps titulaire. Derrière, vous avez mentionné ces deux joueurs, là, Baskiroto et Pongracic, mais quand on regarde sur les ailes, enfin au niveau des latéraux, Gallo et Gendre monopolisent une grande partie du temps de jeu. Pareil pour Ramadani qui est quasiment tout le temps titulaire en tant que 6. Après, il y a une petite alternance sur les deux autres postes du milieu, même si Rafia joue énormément. Après, sur le troisième poste, il y a une alternance entre Kaba, Gonzalez et Alexis Blin. Et même chose devant. Alors, il y a Alkvist, pardon, désolé, c'est un peu compliqué à prononcer, qui est évidemment titulaire indiscutable sur l'aile droite, et Karstovic qui joue beaucoup en pointe. Et pareil, le dernier poste qui alterne entre Sterefezza et Banda. Mais voilà, c'est paradoxal pour un club qui a aussi plus de certitude sportive d'une année sur l'autre, d'avoir un 11 qui est titulaire, qui est ancré. Et je pense que c'est aussi une des marques de fabrique cette année de Roberto D'Aversa, qui réussit à dégager un groupe de 11 plus 3-4 qui viennent constamment apporter du danger. Et justement, il faudra voir comment ils réussissent à réagir aux quelques blessures. La Banda s'est blessée pendant un mois, et pareil pour Alexis Blin qui vient de se blesser pour 4 à 6 semaines. Donc on va voir s'ils arrivent à justement faire perpétuer ce noyau dur qui fait aujourd'hui la force de Lecce. Mais après, Val, comme tu l'as cité, on parlait tout à l'heure de la dimension qui est potentiellement en train de prendre Lecce, peut-être s'installer en Serie A au moins, ce qui sera un moindre mal. Ce qui est intéressant, c'est typiquement qu'un joueur comme Kaba, qui était quand même un gros espoir, j'aime Un pas gros dire le espoir de terme Ligue 2, ouais. prospect de Valenciennes, et choisi Lecce, Ouais. ça veut dire quelque chose qu'il y avait des clubs de bas de tableau de Ligue 1, voire de haut de tableau de Ligue 2 qui étaient très intéressés pour recruter Un Mohamed peu, Kaba, et il a choisi Lecce. exactement, un peu comme Gendré aussi, français, qui Ouais. était assez jeune pour un club de seconde zone du championnat italien. Il y a un discours qui convainc en tout cas. Exactement, qui était à Amiens. Il y a un ou deux autres joueurs aussi dont on pourrait parler. Il y a un milieu de terrain qui a pris notamment plus de dimension cette saison. C'est Johan Gonzalez qui a été formé à la Masia, qui est un Catalan qui est pas resté au Barça, qui a jamais pu jouer en pro, mais qui est passé par la Masia, ce qui montre aussi une vraie stratégie dans un 4-3-3 qu'a installé D'Aversa, d'avoir cette sensibilité assez propre au ballon. Ouais, qui joue moins depuis le début de. Qui joue moins, depuis quelques semaines. Beaucoup moins depuis mais quelques qui semaines. pourrait être amené à jouer un peu plus, notamment avec la blessure d'Alexis Blin. Exactement. Et quand on parlait aussi de la faculté de ce club à vraiment très bien recruter, ils ont perdu donc l'année dernière Hjulmand, qui était cet été un de leurs meilleurs joueurs. Ils ont recruté l'ailier suédois Pontus Almqvist du FC Rostov, qui est un joueur qui a directement conquis les supporters, notamment par sa finesse dans le jeu. Et sinon, c'est surtout l'attaquant Nikola Krstovčić, monténégrin, qui jouait dans un club, le Dunajka Streda, donc je pense que personne ne connaît, et voilà, qui a été recruté en championnat et qui fait un début de saison assez intéressant. Et après, le dernier joueur sur lequel on pouvait, et je crois d'ailleurs que l'équipe a fait un article il n'y a pas si longtemps sur Hamza Rafia. Val en a parlé assez rapidement. L'immense natif de Bron, attends. Voilà. L'ex-futur Nueve. Exactement, qui est donc formé à l'OL, qui était un des Wonder Kids, une des petites pépites du centre de formation de l'OL à l'époque, qui a eu un parcours un peu compliqué. Il avait été très très bon en Youth League, je crois qu'il avait mis 4 ou 5 buts dans une campagne de Youth League génération Cacré. Il jouait aussi avec Cherki, mais Cherki, on en parlait. Hein. Ouais, c'est un 99, il est un peu plus vieux que Cacré, ouais. Ouais, il est peut-être un peu plus vieux, mais en tout cas, il jouait à Youth League avec cette équipe-là, avec Cherki, mais Cherki était déjà surclassé. Mais voilà, il a un parcours qui est très intéressant parce que grosse pépite. Il est parti très jeune à la Juventus, comme Lyon sait très bien faire maintenant, vendre ses joueurs un peu pépites avant qu'il passe réellement pro. Il a jamais percé à la Juve. Il a joué quasiment un seul match sur lequel il a marqué. Je crois que c'était en Coupe d'Italie, à la bonne période Covid, quand il y avait encore Cristiano Ronaldo. Et finalement, il a changé d'agent et c'est Yvan Lemay qui lui a dit qu'il était temps pour lui, qu'il joue et qu'il cesse d'être dans des grands clubs ou de rêver une carrière, et que pour atteindre ça, il a accepté de partir en Série C. Je pense que le gros truc avant qu'il signe à Lecce, qui a fait un déclic pour lui, c'est de rencontrer Zdenek Zeman, qui a 75 ans, je crois, aujourd'hui, mais qui est toujours un des coachs les plus incroyables qui soit, et notamment avec sa culture dans le foot italien, et qui l'a complètement relancé et fait rebondir à Pescara. Et ensuite, je crois qu'il avait fait une saison à 10 passes D en Série B l'année dernière. Voilà. Ouais, en Série C plutôt.
En série C, pardon. Oui, en série C, pardon, avec directement de la série C avec Pescara à la série A avec Lecce cet été. Ouais, bon, écoutez, en vrai, c'est assez excitant de parler de cet effectif. On a envie de le regarder jouer de plus près. Mais on va laisser chacun aller voir les matchs de Lecce en espérant qu'ils arrêtent de perdre depuis qu'on parle d'eux, parce que souvent, on porte quand même assez malheur à ces clubs-là. Pour finir, les gars, on va évidemment revenir sur ce qu'on imagine pour l'US Lecce, sur ce qu'on voit à l'avenir. On a tous l'impression que c'est plutôt stable. On a parlé du directeur sportif tout à l'heure, qui a mené un projet intéressant avec des recrutements cool, des entraîneurs qui ont l'air assez solides sur les appuis, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les infrastructures qui vont permettre peut-être d'envisager l'avenir de manière plus saine et claire pour l'US Lecce. Et Val, tu voulais faire une autre chronique un peu historique comme Flo, cette fois sur le stade, son histoire dans ce club de l'US Lecce. Et oui, Jules, car si Lecce a toujours représenté un centre culturel et religieux en Italie, il n'en demeure pas moins une petite ville du sud, 51e ville du pays en termes de population, avec environ 95 000 habitants, tu le disais Flo, l'équivalent de villes comme Nanterre ou Avignon en France. Eh bien, la ville possède tout de même l'un des plus grands stades de la Grande Botte. Le stade Via del Mar possède aujourd'hui une capacité pouvant accueillir 31 000 personnes, une capacité qui le propulserait dans le top 10 des plus grands stades de France, juste devant le stadium de Toulouse, si évidemment il était situé dans l'Hexagone. Un stade important donc, inauguré en 1966 à l'occasion de la réception du Spartak Moscou pour un match amical, mais qui prendra un tournant historique l'été suivant puisque un autre match amical entre Lecce et Santos y sera organisé. À l'époque, en 1967, Pelé est double champion du monde et culmine déjà au sommet du panthéon du football brésilien et mondial. Son club Santos y voit là évidemment une source de revenus importante et décide donc d'organiser des tournées en Europe avec sa star. Marcelo Indracolo, président du club de Lecce à l'époque, se démène pour accueillir le roi dans son stade. Chose faite, puisque le 24 juin, Pelé débarque au stade Via del Mar pour un match amical. Santos, qui domine à l'époque le championnat brésilien, va évidemment s'imposer sur un score large, 5-1, match pendant lequel Pelé marquera un triplé. Doté officiellement à l'époque de seulement 16 000 places, le stade va pourtant accueillir plus de 25 000 personnes à cet événement. Un chiffre d'ailleurs jugé insuffisant pour l'époque, qui va rapidement être l'objet de travaux de rénovation. Un premier agrandissement en 1976, après un passage à 20 000 places officielles avant la folie des grandeurs engendrée par la première montée du club en Serie A en 85. Des tribunes latérales sont créées, un anneau supérieur est ajouté sur les 3/4 du stade, des espaces sont réservés pour les groupes de supporters fraîchement créés, et le 22 septembre 1985, à l'occasion de la réception de la Juventus Turin pour le premier match de Lecce en Serie A, ce sont plus de 55 000 personnes qui assistent au match. Le stade est à l'époque le 6e plus grand stade d'Italie. Dans les années qui suivent, des mesures de sécurité sont mises en place au niveau national pour lutter notamment contre la violence dans les stades. Des places numérotées deviennent obligatoires pour les événements accueillant plus de 30 000 personnes, ce qui réduit naturellement les capacités de ces derniers. Le stade Via del Mar voit donc sa capacité réduite à 40 000 personnes. En 1990, il est naturellement pressenti pour accueillir la Coupe du Monde, mais une décision politique fera finalement en sorte de choisir celui de Bari. Entre les résultats en berne du club dans les années 90 et le souci de rentabiliser son investissement, la ville de Lecce va alors diversifier les activités du stade. Il va notamment accueillir d'autres événements que les matchs de Lecce, entre autres le Grand Milan d'Arrigo Sacchi qui viendra jouer des matchs de Coupe d'Europe, le pape Jean-Paul II qui célébrera une messe en 1994, ou le festival Italia Wave qui aura lieu en 2011 avec des artistes comme Lou Reed, Paolo Nutini ou les Kaiser Chiefs. Enfin, après la crise financière de 2010 et la redescente en série C, le club s'est vu obligé de fermer une partie de la courbe à sud, réduisant drastiquement le nombre de places dans le stade. Des réglementations qui ont fini par être levées à la fin des années 2010 avec la remontée en série A et une nouvelle phase de rénovation du stade pour finalement atteindre sa capacité actuelle de 31 000 places. Ajoutez à ça le nouveau centre de formation Kick-Off, un centre ultra moderne avec différents terrains de foot, paddle, pistes d'athlétisme et salles de sport, sans oublier évidemment des groupes de supporters parmi les plus fidèles d'Italie et des tribunes régulièrement remplies. Et on peut finalement conclure que le club de Lecce possède des infrastructures qui lui garantiront dans un avenir proche une certaine stabilité sportive. Merci Val. C'est fou quand même de se dire, je trouve que pour les plus jeunes et les moins érudits de nous, c'est fou de se dire qu'à l'époque, en fait, enfin, ça dit quelque chose de ce qu'était le foot en Italie à l'époque, qu'on ait construit pour un club qui est plutôt anonyme, de s'ériger un stade aussi énorme que ça, parce que, enfin, aujourd'hui, tu as peu de stades en France qui ont cette capacité-là et qui sont aussi beaux, et qu'un tel club que Lecce a un tel écrin, c'est cool.
Je pense que le club a aussi bénéficié des disparités économiques qu'il y a entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, qu'on connaît évidemment, et Ouais. qu'ils ont aussi bénéficié d'une volonté des acteurs publics de construire des stades dans la partie sud de l'Italie pour justement dynamiser Ouais. économiquement cette partie-là. Il y a eu le stade. Mais petite parenthèse d'ailleurs, c'est ce qui est assez particulier et le lien aussi avec la ville de Lecce qui aujourd'hui, au-delà de son histoire culturelle, a énormément d'argent des rénovations de l'État italien, mais surtout de l'Union européenne, des plans de financement pour aider la ville à continuer à être prospère et à continuer à être un centre culturel parce qu'on connaît les disparités énormes entre le nord et le sud de l'Italie. Ouais, bah écoutez, mais voilà, mais c'est marrant quand même que ça ait été investi dans le foot à l'époque, quoi. Enfin, ça dit quelque chose de la passion de ce pays pour ce sport. Pour finir, les gars, on finit un peu rapidement là-dessus parce que voilà, on verra surtout ce que ça a donné. Mais qu'est-ce que vous imaginez pour Lecce dans un futur proche, cette saison et un peu après? Euh, Écoute, ça va être très compliqué de vous dire que Lecce va s'installer cette saison ou les saisons prochaines dans le haut du tableau italien. Il y a déjà beaucoup de clubs qui travaillent mine de rien bien et d'autres qui travaillent moins bien, mais qui sont des grosses écuries avec des budgets énormes et des joueurs bien supérieurs en termes de talent. Que Lecce du coup va réussir à se maintenir cette saison parce que leur début de saison est quand même vachement prometteur, qu'il y a un jeu très solide. Il y a un truc aussi que beaucoup de joueurs mettent en avant, on n'en a pas parlé, on a juste évoqué le nom d'Umtiti qui avait fait une très bonne saison l'année dernière et qui s'était lui aussi relancé à Lecce. Il a apporté beaucoup à l'ensemble du club et c'est son président et les joueurs actuels qui le disent sur la sérénité, sur le professionnalisme, sur la façon de voir le foot et ce qui avait expliqué les larmes qu'on avait vues pour un joueur qui avait finalement passé une seule saison à Lecce, en l'occurrence Umtiti. Mais il a apporté beaucoup. Même pas, ouais, 6 mois, exactement, ouais, 6 mois. Et au-delà de cette relancée, il a aussi beaucoup apporté au club. Je pense qu'il a fait grandir le club et une partie de l'effectif. Maintenant, pour cette saison, voilà, je pense qu'ils vont se maintenir assez sereinement. Les saisons à venir, faudra voir. Ça sera toujours ce fil un peu tendu, savoir bien recruter. Ils peuvent aussi compter, on n'en a pas beaucoup parlé, sur un centre de formation qui est ultra qualitatif. La Primavera, je crois, a été championne la saison dernière et ils sont en Youth League cette année. C'est l'équivalent de la Gambardella, hein, pour ceux qui connaissent un peu moins le oui, voilà, pardon. La Primavera, sauf que c'est pas une coupe, c'est un championnat, je crois. ouais, exactement, ouais. C'est le espoir, mais du coup, effectivement, on n'a pas la Gambardella, en France, c'est un peu le NEC plus ultra pour les jeunes. Là-bas, c'est la Primavera, mais en version championnat. Donc voilà, Lecce a gagné plusieurs fois. Ils sont champions en titre. Ils vont en Youth League. C'est une équipe très solide. Il y a des petits jeunes, notamment de Pascal Aou, qui est un U19 roumain, Vulturar, qui est un U19 roumain aussi, Samek, qui est un U20 tchèque. Il y a beaucoup de petits joueurs qui pourraient être des beaux potentiels pour apporter un peu à Lecce dans les prochaines années et continuer à progresser. Et puis ensuite, être vendus parce qu'il faudra rapporter de l'argent au club. Val, t'es du même avis? Ouais, évidemment, moi sur la saison actuelle, je pense que le club va capitaliser sur ce qu'ils ont réussi à faire en ce début de saison et sur ce qu'ils font aussi depuis 2 ans avec Baroni. Là, en plus, ils ont réussi à capitaliser sur un certain nombre de points, donc je suis pas spécialement inquiet. Il y aura évidemment des phases de moins bien dans cette saison, mais je suis pas forcément inquiet sur cette fin de saison et je pense que le club va réussir à se maintenir pas facilement, mais voilà, à un niveau correct. Après, voilà, j'ai vu dans l'interview d'Alexis Blin que le journaliste lui posait la question de savoir s'il pouvait ambitionner d'aller plus haut et donc éventuellement chercher des places européennes ou un top 10. Pour moi, c'est un club qui est pas du tout censé se situer à ce niveau-là. C'est un club qui, sur le papier, doit plutôt faire l'ascenseur entre la série B et la série A et réussir à se maintenir. Et voilà, après, si on se projette un petit peu plus à moyen long terme, s'ils arrivent à maintenir ce duo directeur financier, directeur sportif, je pense que c'est un vrai gage de solidité s'ils arrivent à maintenir ce tandem-là. Et c'est là-dessus que doit construire le club, c'est-à-dire réussir à capitaliser sur ce duo qui est vraiment très performant d'un point de vue sportif et technique. Et s'ils arrivent à faire ça, en plus des infrastructures, en plus du centre de formation, et ben c'est un club qui, allez, je sais pas, sur les 7-8 prochaines années, doit réussir à se maintenir entre la 10e et la 15e place de Serie A. Ouais, et du coup, Val, toi, t'as eu l'avis de Yann Crochet à propos du projet sportif de Lecce qui t'en a dit quelques mots. Si tu devais te projeter d'ici, je sais pas, 5-10 ans, où est-ce que tu situerais le club? D'ici 5 à 10 ans, je le vois à peu près dans la même position. Ah ouais, pas d'évolution positive justement En sur fait, ce c'est tandem. très difficile parce que, comme je l'expliquais, tu es dans un bassin économique qui est ce qu'il est, où tu as pas des perspectives de croissance incroyables. Je veux dire, tu es pas dans le nord de l'Italie, dans des villes où l'industrie est, plus ou moins florissante parce est-ce qu'on peut dire que l'industrie italienne est ultra florissante? Je sais pas, mais tu es dans un bassin
qui te limite aussi en termes de sponsoring, possibilité de vendre des places à tel prix, des loges, tout ce genre de choses-là. Par exemple, le stade de Lecce, il est surdimensionné par rapport à la réalité. Donc, je ne le vois pas spécialement évoluer. Peut-être qu'ils vont réussir à faire un run de 4, 5, 6 ans peut-être en Serie A parce qu'ils auront réussi à multiplier les bons coups qui vont leur apporter beaucoup d'argent. Donc, pouvoir aussi... La croissance à Lecce, elle peut venir que de là. Recruter des jeunes joueurs, les faire progresser et les revendre très cher. S'ils arrivent à faire 2, 3, 4 Yulmand, forcément, tu vas augmenter ta capacité à aller chercher des joueurs, tu vas augmenter les ressources allouées à la cellule de recrutement, donc possibilité d'observer plus de joueurs, d'avoir plus de ressources humaines, d'aller chercher encore des meilleurs joueurs pour faire aussi encore des plus grosses plus-values. C'est le seul axe de développement. Autrement, c'est très compliqué aujourd'hui pour un club du sud de l'Italie. Mais on pourrait prendre Lecce, mais Bari, la Regina, maintenant qui est KO, Crotone et les clubs siciliens, etc., c'est la même chose. On va clôturer cet épisode là-dessus. On encourage tout le monde à aller voir ce que donne Lecce cette année. En effet, je pense qu'ils vont se maintenir. Ils sont partis avec 11 points. Si on réfléchit bien, dans un championnat à 20, 11 points, ils ont déjà quasiment un tiers des points qu'ils devaient avoir dans la saison pour ils sont maintenus avec 36 points l'an passé. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en gros, ils ont déjà fait quasiment un tiers du boulot. Ça risque de le faire, même si avec la blessure d'Alexis Blin, qui est très important dans cet effectif, on ne sait pas. En tout cas, merci Flo, merci Val d'avoir participé à cet épisode. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Continuez à nous partager auprès de vos amis sur les réseaux sociaux, à nous dire ce que vous pensez de cette petite un peu nouvelle version où on étale le sujet de manière un peu plus longue et qu'on essaie de faire appel à des experts comme Yoann Crochet, des gens qui en savent plus que nous, car oui, ça existe. En tout cas, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau sujet Poteau Carré et puis ciao.